Bonsoir et bienvenue dans La France en vrai, votre soirée documentaire sur France 3, Pays de la Loire. Ce soir, nous vous proposons de découvrir Guérande, un peu de la beauté du monde. Un film qui raconte une sorte de Larzac de Loire-Atlantique que nous avons connu dans les années 60-70. La presqu'île de Guérande est alors menacée par la construction d'une rocade, un projet qui sera mis en échec par la mobilisation des habitants, aidés par quelques jeunes gens venus de la ville, des étudiants qui se sont ensuite installés comme paludiers et qui ont rendu à ce territoire sa véritable nature. Une aventure politique, sociale, économique et humaine que va nous raconter maintenant Sophie Averti. Voici Guérande, un peu de la beauté du monde. Très belle séance à vous. Ça a été une longue bagarre, mais une victoire, on peut dire une victoire, parce qu'il n'y en a pas eu des masses dans le panthéon des luttes paysannes ou autres. Le Larzac, et puis oui, Guérande, puisque c'était chronique d'une mort annoncée, on a fini par gagner. La suite de la bagarre, ça a été comment faire pour que des paludiers fassent ce choix, qu'on n'était que quelques-uns à avoir fait, des étrangers, comme on nous disait à l'époque, alors qu'effectivement tous les gens du pays avaient dit à leurs enfants, faites un autre métier, mais pas celui-là. Surtout pas celui-là, parce qu'on n'en vit pas. De savoir que c'est un travail collectif qui est à l'origine de ça, c'est satisfaisant, c'est valorisant, quoi. J'aurais, pas espéré, pas pensé voir le Marais dans cet état-là il y a 40 ans, quoi. Je suis content qu'on ait réussi à sortir le Marais contre vents et marées, c'est dans tous les sens du terme. On a réussi à sortir le Marais du marasme et on peut en vivre. Il y a toute une économie derrière. C'est un petit bijou dans la presqu'île de Guérande. C'est une ZAD qui a réussi. Le Marais Sallant a surtout été, entre guillemets, sauvé par des gens qui venaient d'ailleurs. C'est la richesse des gens qui sont venus de l'extérieur qui ont permis au Marais Sallant de se donner un second souffle et d'être ce qu'il est aujourd'hui. J'ai grandi à Montreuil, aux portes de Paris. Mon premier travail, c'était facilitateur. En gros, tu interviens dans des situations au sein du monde agricole pour créer du projet collectif. J'accompagnais plein de gens très intéressants, passionnants, qui faisaient des choses. Et puis moi, j'avais envie peut-être de plus être acteur. Ce qui s'est passé déjà, c'est que j'ai pris la décision de me lancer dans cette affaire. Un peu sur un coup de tête. Mon premier gamin, il est né au mois d'avril. On est venu faire le congé paternité ici. Et je me suis dit que c'était maintenant. Je suis très attaché au terme de paludier. Paludier, c'est l'homme du Marais. Et pour moi, c'est plus qu'un producteur. Tel que je me projette dans mon métier, dans ma reconversion, c'est y compris pour travailler à faire vivre ce métier de paludier. Et c'est aussi à travers ce métier comment on fait vivre le territoire, comment on participe à la vie de ce territoire, comment peut-être on répond aux enjeux d'aujourd'hui. Les gens me disaient, jusqu'à 70 tu vas tenir, après c'est dur. Je dis, on verra bien. Et puis, effectivement, j'ai croisé Thibaut qui me dit, il y a 2 ans, j'ai envie de devenir paludier. Ça me paraissait solide. Et donc je lui ai dit, il n'y a pas de souci, si tu viens au stage, je vais mettre à disposition 14 œillets pendant la formation. Après, tu vas t'installer. De toute façon, il te faut plus que 14 marais et plus que 18. Mais grosso modo, ça me va très bien que tu prennes mes marais. Quelqu'un qui reprend la saline et qui a des idées que je partage en termes de collectif, en termes de coopérative, en termes d'investissement dans un métier, moi j'en suis ravi. Ce qui me plaît le plus, c'est que quand il bosse dans la saline, ou quand il parle des marais salants,
le plaisir est évident. C'est-à-dire il se sent bien. Donc pour moi, c'est essentiel. Mon arrivée dans le Marais, ça s'est passé après 68. Pour payer mes études, j'ai trouvé un poste de maître d'internat au lycée de la Mauve. Et c'est donc à ce moment-là que j'ai découvert les Marais Salants, parce qu'auparavant, même si j'habitais Saint-Nazaire, les Marais Salants ne faisaient pas partie de mes lieux de déplacement ou de vacances. Je me promenais dans les Marais Salants. Et donc j'ai découvert les marais à travers ces promenades, à travers mes contacts avec les habitants de Saillé. Ce qu'il y a de particulier dans les Marais Salants, il y a des tas de zones qui sont des zones indivises, il y a des travaux collectifs obligatoires, l'entretien des vasières, l'entretien de la digue. Moins il y avait de professionnels, et moins les travaux d'entretien collectif pouvaient se faire. Donc les salines étaient usées, tous les paramètres étaient dans le rouge, quoi. C'est moins d'hommes, moins d'entretien, du sel qui se vend mal. Enfin, je suis né dans le quartier, je suis né à Pornichet, mais le Marais, pour moi, je ne connaissais pas du tout. À l'époque, je cherchais un nouveau terrain d'aventure après avoir été faire mes universités à la campagne, dans l'Aveyron, à élever des chèvres. J'ai eu comme un flash, et en plus, c'était vraiment l'heure de serrer les coudes pour pouvoir sauver ces Marais Salants de Guérande. En plus, un système qui repose sur les énergies douces. Moi qui essayais quelque part, un autre monde était possible déjà à mon époque. Et je me suis senti bien sur ce territoire, ce paysan de la mer, là, je trouvais ça génial, ça correspondait tout à fait à mes envies. Aujourd'hui, c'est politiquement correct de défendre le Marais, c'est très bien. Mais quelquefois, on est obligé de rappeler un peu l'histoire relativement récente où ça ne l'était pas tant que ça. À l'époque, tout le monde y allait de ces sacrilèges. Il n'y avait plus trop de terrain constructible, donc on déchargeait les camions poubelles dans des salines, on les noyait, on les remblayait pour faire ensuite des petits lotissements artisanaux et choses comme ça. À l'époque, on n'avait pas de portable, donc on passait en mobilette ou au truc, on voyait ça, donc on prenait 2-3 copains et on allait faire le coup de poing pratiquement avec les employés municipaux qui déchargeaient des camions poubelles dans les salines. Les élus de l'époque, dans leur totalité, hein, ils étaient dans ce phénomène de disparition des Marais Salants qui avait commencé depuis déjà assez longtemps. Ça a commencé dans les années 50 puis 60. Les achats de sel ont baissé brutalement avec l'arrivée des réfrigérateurs, etc. Tous les marais du littoral atlantique ont périclité dans ces années avec l'arrivée des sels raffinés et avec la communication des industriels qui disaient le sel pas raffiné, c'est mauvais pour la santé, n'en achetez surtout pas. Quand les salins du Midi, à l'époque, ont décidé de faire venir du sel par bateau pour ensuite vendre sur la Bretagne, là, ça a été de nouveau une chute. Ils sont arrivés comme n'importe quel négociant qui ont réussi dans le Marais Salant, c'est-à-dire que les paludiers étaient tellement pauvres, on leur payait le sel moins cher, mais on leur faisait des avances de trésorerie parce qu'ils ne pouvaient pas payer des choses essentielles. Quand ils étaient vraiment dans la dèche sur le plan financier, on leur achetait leur marais. Ça sentait la faim, quoi. Il y avait beaucoup de marais en friche. Il y avait une ambiance assez tristounette. Et puis le fait de ne pas voir un jeune à bosser, ça posait question quand même. J'ai découvert le Marais de façon un peu originale, en découvrant d'abord l'histoire de ce territoire agricole. Et puis après, j'ai découvert le métier finalement, plus. Et je pense que j'aurais eu du mal à faire les choses dans l'autre sens. Qu'il y ait cette histoire si forte autour du Marais, ouais, c'est important. Je trouvais que c'était un bon exemple pour raconter comment on peut transformer un destin qui est plutôt parti pour aller du mauvais côté. D'ailleurs, quand j'ai candidaté à la formation, j'ai dit que moi je voulais m'inscrire dans cette histoire. Tu sens qu'elle est là, quoi. Et tu sens que chacun en porte un bout. Enfin, moi, en tout cas, j'ai l'impression. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que quand on parle de ce territoire, on montre les Marais Salants, on montre pas que la baie de la Baule, quoi. Loin de là. La Baule,
station balnéaire et climatique, le soleil de la Baule bronze sans rider. 15 000 habitants l'hiver, l'été 150 000. Son maire déclarait en 1973 « Un nouvel objectif, c'est d'appuyer le développement économique de l'Ouest sur l'organisation de la façade atlantique. Laissons l'opposition entre progrès et bonheur aux forcenés de l'écologie. Puisque le sel n'est plus rentable, transformons le sel en or. » Le maire de la Baule, qui est le principal intéressé, ne peut qu'approuver un projet de déviation d'une route nationale. Et je vais vous dire très simplement pourquoi. Nous sommes à des comptages qui nous donnent en moyenne annuelle plus de 6 000 véhicules par jour. Et je ne parle pas des pointes de l'été. La Baule ne peut pas supporter indéfiniment le passage de cette route nationale au milieu de la ville. Quant aux études biologiques qui sont à faire, elles seraient capitales si nous étions devant le marais lui-même. Mais si vous regardez la carte, vous verrez qu'il ne s'agit pas de toucher à l'ensemble des marais salants. Les pouvoirs publics disent qu'il n'y a qu'une vingtaine d'œillets touchés. Ils oublient de dire qu'une vasière touchée, c'est les œillets qui se trouvent à une certaine distance parfois, qui seront détruits. Si le marais a une utilité, eh bien, et qu'il est prouvé que le paludier a son utilité en le travaillant, eh bien, il faut nous aider à pouvoir continuer la profession, puisqu'en continuant la profession, on entretient tout le territoire pour la collectivité tout entière. Mon père était paludier et maçon, parce qu'on vivait très mal du sel. Quand j'ai voulu faire le métier de paludier à 16 ans, mon père a dit « Apprends un métier, après tu feras ce que tu voudras ». Donc on m'a proposé une place d'apprenti plombier. À 16 ans, j'étais apprenti plombier jusqu'à mon service militaire. En plus, ça correspondait à l'essor touristique dans la presqu'île. Donc il y avait beaucoup de travail dans le bâtiment. Et surtout, on était sûr d'avoir une paye à la fin du mois. Il y a eu un projet qui a focalisé l'attention, qui était une route à 4 voies qui traversait les marais salants d'est en ouest. Pour moi, qui avais passé mon enfance là-dedans, c'était insupportable, quoi. Donc j'étais adolescent, je ne pouvais pas faire grand-chose, mais je me souviens des manifestations, des luttes pour s'opposer à ces projets. Toutes les communes environnantes étaient pour cette rocade. Et c'était un argument qui est encore utilisé aujourd'hui pour un certain aéroport, c'était ça va désenclaver la région. Bon, j'avais pas l'impression d'être dans un trou perdu, pour rester poli. J'ai d'abord connu le marais salant à travers ces actes-là de défense contre un plan d'occupation des sols qui devenait catastrophique. Et c'est là où on a écrit et joué ensuite une pièce Presqu'île à vendre, qu'on a vraiment commencé à être acteurs territoriaux cette fois-ci en tant que militants, mais pas du tout en tant que professionnels du sel. Création d'un complexe d'habitat vertical, tour de 10 étages, au sommet des coteaux, à l'est et à l'ouest de Guérande. Tous ces projets entraînent la disparition progressive des activités actuelles liées à la pêche, à la culture des huîtres et des moules, et à l'exploitation des marais salants qui ne resteront représentés que pour leur caractère folklorique. Il me semble que cela sera plus facile avec les Bretons qu'avec les Cheyennes. C'était clairement affiché comme du théâtre militant. On l'a joué, je ne sais plus combien de fois. Et on est allé même sur le Larzac une fois. Ce qui était intéressant pour nous, c'était pas seulement le fait de jouer la pièce et de se faire plaisir en jouant, mais c'était aussi les débats qu'il y avait après. C'est-à-dire en gros, pourquoi cette pièce, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon, pas seulement pour Guérande, mais pour l'ensemble des régions qui sont menacées par des plans d'aménagement contre la vie de leurs habitants. Autre activité militante qu'on a créée à ce moment-là, il y avait un comité d'action pour la presqu'île guérandaise. Il y avait une agitation un peu permanente. D'abord, il y a les actions très traditionnelles, administratives, les recours, la presse, distribution de tracts, collage d'affiches, tout ce qui pouvait amener des questions à la population. Parfois, avec quelques soucis. Moi, je me suis fait arrêter par la gendarmerie après des courses-poursuites dans la Baule. Bon, à l'époque, ça nous amusait beaucoup. En tout cas, moi, ça m'amusait beaucoup. On était un petit groupe agissant, on va dire, pour essayer de s'opposer radicalement à ce projet qui nous paraissait complètement inutile et déjà par rapport à d'autres qui sont venus après. Et c'était avant tout un petit arrêt au capitalisme flamboyant, l'aménagement des zones littorales,
ce qui avait été fait en Méditerranée, on allait le reproduire en Bretagne. Et il y avait effectivement des enjeux économiques énormes, avec des banques qui suivaient derrière. Et donc il y avait toute une... je dirais... un certain nombre de politiques qui avaient une oreille sensible à ces aménagements du territoire. Et nous, on pensait que c'était pas ça le développement. En gros, quand tu rentres en formation, c'est une formation très appliquée. Donc tu as en gestion autonome une petite saline. Et donc ça, c'était l'an dernier pendant la formation. Et là, effectivement, dans la phase d'installation, il y a tout un enjeu quand même d'avoir un certain nombre de yeux pour rentrer dans ce qu'on appelle le rythme de croisière en termes de rémunération. Le Marais salant, d'un point de vue écologique, on y trouve des espèces remarquables. Et en même temps, c'est un milieu un peu plus artificiel. Moi, ça me plaît beaucoup cette idée-là. Enfin, c'est pas qu'une idée, c'est une réalité. C'est qu'en fait, la richesse écologique des marais salants, c'est le résultat du travail des hommes, quoi. Face aux puissances qui détiennent entre leurs mains l'avenir du Marais, les paludiers de Guérande, groupe humain de quelques centaines de personnes, apparaissent aujourd'hui comme la force capable de tenir tête. La Baule est coincée entre la mer et le Marais. Et si on veut agrandir l'espace touristique, comme certains le veulent, eh bien, il faut prendre le terrain où il est, c'est-à-dire sur le Marais. Il n'y avait qu'une solution pour sortir de là, c'est d'avoir un vrai projet global qui se dise, si on veut que ça continue, il faut que les salines soient entretenues, il faut également qu'il y ait des professionnels, il faut ensuite que le sel retrouve ses lettres de noblesse. En 72, j'ai arrêté les études et donc j'ai décidé de faire en 73 une année dite sabbatique. Et pendant cette année sabbatique, plutôt que de parler des marais salants, je me suis dit je vais produire du sel. C'est vraiment là où j'ai eu le coup de foudre pour ce métier. Auparavant, c'était un coup de foudre entre guillemets intellectuel. Mais non, là c'était un vrai coup de foudre physique. Les gens comme moi qui n'étaient pas d'ici, il a fallu 3 bonnes années pour qu'on maîtrise vraiment ce métier qui techniquement... Ça paraît simple de faire évaporer de l'eau de mer, mais concrètement, c'est pas si simple que ça. On était un peu la mauvaise conscience, un peu de ces paludiers qui avaient vu leur fils partir. Ça a été quand même un petit peu conflictuel par moments. On a pris le relais gentiment, tout doucement. Il y a une alchimie qui s'est faite, pas tout de suite. On a appris à se connaître. Et puis ils se sont aperçus qu'on était des gars sympas, qu'on aimait bien rigoler, et puis qu'on faisait le taf. Et puis c'était sublimé par cette lutte qu'on menait à le pot de fer contre le pot de terre. Le choc des cultures entre des gens qui arrivent de la ville déjà, étudiants, c'est difficile d'entendre des gens qui viennent d'ailleurs et qui disent on va vous aider à faire en sorte que ça marche. Des intellectuels au Marais, ça ne doit pas faire très sérieux vis-à-vis des vieux paludiers. Des intellectuels. Non, c'est pas la réputation que vous avez auprès des vieux? Non. Des grands pailles, mais pas des intellectuels. Non, c'est pas. En plus, il n'y a pas que des intellectuels, il y en a que 2. Non, c'est pas très sérieux parce qu'on a l'habitude de considérer que les gens qui ont fait des études ne travaillent pas manuellement, quoi. Mais enfin, c'est pas. Ça tient pas longtemps à partir du moment où on est sur le Marais, puisque de toute façon on fait le même travail que les autres. C'est vrai qu'au Marais, on se plaît. C'est vrai que c'est dur d'y vivre parce que, comme vous l'avez dit, il n'y a pas le profit au bout. C'est pas ce qu'on cherche, donc ça va. Mais enfin, il faut quand même qu'on vive. Et puis aussi, donc la seconde raison, quand j'ai repris le Marais, c'était que c'était en train de disparaître. Et voir disparaître ça, c'est un peu dur, quoi. On y croit parce qu'on n'est pas tout seul déjà. Hein. C'est pas parce qu'on était 2 ou 3 à reprendre le Marais à cette époque-là. C'est qu'il y avait aussi derrière, comme il y a eu plus tard à Notre-Dame-des-Landes, des scientifiques, des naturalistes qui s'inquiétaient eux aussi, et puis des historiens. Les marais salants, c'est nos cathédrales d'argile, elles sont là, des salines tracées, c'est 1000 ans d'histoire qui nous regardent, et puis c'est un vrai métier. À l'époque, le ministre de l'aménagement du territoire n'était pas de notre côté. Les schémas directeurs d'aménagement de l'urbanisme et tout ça étaient déjà tracés. On avait perdu devant le Conseil d'État, on avait perdu devant le tribunal administratif.
on avait perdu un peu partout. Il n'y avait plus qu'à commencer les travaux. Sauf que pour commencer les travaux, il manquait quelque chose quand même. Il manquait une partie de l'argent, puisque même si l'État et les promoteurs mettaient de l'argent, il fallait que les communes concernées participent. Et par bonheur, le ramdam qu'on avait fait avec Presqu'île à vendre et avec des manifestations vraiment appuyées par des tas de gens, des chanteurs, des comédiens, etc., ça avait quand même secoué un petit peu la population locale. Et quand il y a eu les élections municipales, eh bien, il y a eu quelques municipalités qui ont bougé, y compris celle de Bas-sur-Mer, et qui a changé complètement et de maire et de conseil municipal. On avait mobilisé le banc et l'arrière-banc des paludiers de chaque commune, et à chaque réunion de conseil, ils étaient présents pour voir si leurs conseillers municipaux allaient voter la deuxième subvention. Et ils ont bien senti que là, ça ne le ferait pas et que peut-être un jour, ils auraient des comptes à rendre vis-à-vis de leurs enfants par rapport à leur position de cette fameuse rocade. Le projet de rocade, c'est de 1968 à 1978, où là, les communes, à part je crois La Baule et une autre, qui ont voté pour le budget pour mettre des billes dans la construction. Les autres ont voté contre, donc ça a mis fin au projet de la rocade. Mais parce qu'il y a eu aussi une pression populaire. Le moteur, c'était on est bien ici, d'accord, on bosse et parfois on bosse trop, mais on est bien. C'est jamais la même chose. Et il y a un lien d'ailleurs entre l'aspect paysager et le métier de paludier. Ici, au fil de la journée, au fil des heures, c'est jamais la même lumière. Le paysage avec l'eau donne plus de relief à tout ça. Et le métier de paludier, c'est un peu la même chose, ça change tout le temps. On ne fait pas 2 ans la même chose. Les conditions bougent et on doit s'adapter tout le temps. Donc ça veut dire qu'il y a une relation avec le milieu qui est extrêmement riche. C'est un échange permanent. Et donc c'est passionnant. La bagarre, c'était il faut empêcher les marais salants de disparaître. Et puis ça marche. On est content. Et après, s'il n'y a pas de producteurs, il n'y a pas de marais salants non plus. Ça devient des friches. Et les friches, c'est pas du tout la même chose. Donc on n'a pas envie de partir. Et en plus, on avait un projet. C'est-à-dire qu'en gros, on n'aurait pas tenu s'il n'y avait pas ce projet. On était tout le temps tourné vers l'avenir en disant mais on va y arriver. On va y arriver. On s'est réunis au niveau du conseil de gérance du GFA et du coup on a attribué une partie de la saline ici. Donc il y a 8 œillets qui sont là-bas et après il y en a 15 autres qui sont de l'autre côté là. D'accord. L'enjeu, ça a été de trouver des marais. Dans un jeu de chaises musicales de la saison, je me retrouve avec toute une saline qui s'appelle le Rustaudet et qui appartient au groupement foncier agricole, qui a été créé pour protéger le marais du projet de rocade. Et l'idée, elle était de pouvoir devenir propriétaire pour complexifier le processus d'expropriation et du coup d'accaparement des terres pour ce projet. Donc moi, ça me fait hyper plaisir. Je suis plutôt même assez chanceux, en fait, au-delà de ça, de pouvoir bénéficier du GFA. Le GFA, c'est un système à action. Il y a eu une campagne pour motiver les gens à acheter. Et donc cet argent a servi à acheter des salines et après la location perçue était réinvestie. C'est comme ça qu'en 40 ans, on est devenus les 3e propriétaires de salines de Marais de Guérande. C'est-à-dire que depuis 1978, les propriétaires n'ont pas touché un centime. C'était vraiment des achats militants pour sauvegarder le marais. Derrière la carte postale du mulon de sel ou du paludier qui récolte le sel, moi j'ai découvert aussi toute une saison de production. Et tout ce travail-là un peu ardu, difficile, laborieux, qui est tout le travail de l'argile en fait. Moi personnellement c'est un travail je trouve qui est gratifiant aussi. Je trouve que aussi même la manipulation de l'argile c'est une belle matière. En fait c'est un métier qui offre énormément de sensations. Un des trucs que j'ai découvert c'est cette sensation de marcher sur l'argile là, en été, pieds nus. Et il y a plein de choses de cet ordre-là que je pense que je suis venu chercher, mais que j'avais pas forcément identifié, qui franchement me comblent, quoi, qui me font sentir vraiment les 2 pieds sur terre. T'as l'impression au fil de tes heures de travail que
toutes les choses avancent très lentement. Et quand tu te retournes à la fin de ta journée, à la fin de ta semaine, tu dis waouh, tout ce qui a été réalisé déjà. Et je pense qu'on peut même on peut dézoomer tout le temps en fait. C'est valable à l'échelle d'une journée, d'une semaine, d'une saison, d'une année. Et puis quand on dézoome, tout ce qui s'est fait ici depuis 50 ans, c'est énorme quoi. Mon père était paludier, son père, son grand-père voilà, était paludier aussi. Ça remonte au moins à 8 générations. La famille est les pieds dans la vase depuis quelques temps déjà. C'était pas imaginable de reprendre ce métier-là. D'ailleurs, mes parents ne le voulaient pas non plus. Hein. Ils déconseillaient, mes frères et sœurs, de reprendre. C'était un métier de misère. Mon père exploitait un peu plus d'une centaine d'œillets à l'époque et c'était dur. Il vivait très mal du sel et il s'est bagarré, lui, une grande partie de sa vie, quoi. Puis avec un constat à la fin, ça allait pas marcher, quoi. Donc, non, il est parti aigri du Marais. Dès 1974, j'étais membre du groupement des producteurs de sel, qui a été créé en 1972. Donc je faisais partie du groupe de professionnels qui réfléchissaient à l'avenir de la profession du coup. Et c'est là qu'on a décidé de mettre en place une formation de paludier, de manière à faire en sorte que des jeunes qui ne sont pas issus des marais salants puissent acquérir le savoir-faire nécessaire. Mais il fallait trouver quand même des gens qui acceptent de conseiller et d'expliquer comment ils travaillent. Ce qui n'est pas évident pour des gens qui n'ont pas l'habitude de le formaliser non plus. Parce que la transmission du savoir, elle se faisait en famille, d'une manière qui n'est pas la meilleure façon sur le plan pédagogique. C'est en gros, tu fais comme moi, point final. Alors nos stagiaires, ils font un stage de 10 mois, alors au bout du stage de 10 mois, disons qu'ils sont des grossis, mais ils ne connaissent pas tout, hein, loin de là. Il ne faut pas prétendre tout connaître. Hein. Le premier stage, au départ, c'était pas tellement bien pris, d'autant que les jeunes, ils se pointent avec des grands cheveux hauts. Bon, les anciens, ils n'admettaient pas ça. Et puis maintenant, ça marche, ça va, oui. Il y a ces anciens que je respecte beaucoup, qui nous ont transmis les savoir-faire presque in extremis, peut-être à une génération près, ça n'aurait pas été la même. Tout le monde était motivé et ça fait un grand bain de jouvence à notre marais. C'était les payus, les cheveux longs, les pique-niques, enfin tout ce qu'on veut, mais moi j'en ai côtoyé quelques-uns à l'époque et c'est vrai qu'il y en a qui sont encore là aujourd'hui et heureusement qu'ils sont vus, puisque entre 1960 et mon installation, il y avait eu que j'étais le 3e fils de paludier à m'installer en 20 ans. J'ai fait la formation paludière, j'hésitais, je ne cache pas. Ça m'a permis d'être avec des stagiaires qui venaient de l'extérieur. C'est une formidable ouverture. Après ma formation de menuisier, j'ai fait quelques mois à l'armée. J'ai assez peu apprécié. Et en rentrant, j'avais plus envie d'avoir de patron sur le dos. Et je me suis dit, pourquoi pas refaire les marais. J'ai repris quelques œillets que mon père exploitait à l'époque, qui étaient restés en friche. Mon père était plutôt content. 10 ans après avoir arrêté, il sentait qu'il y a quelque chose qui redémarrait. Et du coup, il était assez content de pouvoir remettre les pieds au marais et puis de voir que j'étais intéressé aussi. Quoi. C'est aussi pour ça où il m'a soutenu et formé en partie sur le marais. Quoi. Et ça a permis de m'intégrer aussi au groupe, au collectif de jeunes paludiers qui se mettaient en place. La manière dont la formation s'est passée, c'est-à-dire un stagiaire, un ancien, ça a donné de la valeur au métier. C'est-à-dire que les anciens, qui étaient un peu méprisés par leur environnement, parce que les paludiers, c'était des culs salés, c'était bon qu'à ça. Eh bien, ils se sont aperçus que leur savoir-faire, c'était quelque chose qui était apprécié et que des jeunes avaient envie d'apprendre. Après quelques années, les anciens ont dit, mais ce qui est formidable, c'est qu'il y a 30 ans, j'avais quasiment honte de mon métier, et maintenant que j'arrête, j'en suis fier. Et ça a été vraiment ce travail-là. C'est grâce à la formation, à la manière dont ça s'est passé, à la mise en valeur du savoir-faire des professionnels, ça a redonné de la fierté aux gens du coin. Et je pense que ça, c'est un des points les plus importants. La solidarité, c'est un petit peu ce qu'on vit au quotidien sur ce territoire où rien ne peut se faire tout seul. On peut se retrouver à une vingtaine au petit matin, bénévolement, dans une équipe d'entraide, à des jeunes qui s'installent ou à des plus anciens qui remettent leur marais en état. On arrive quand même à mobiliser des jeunes, une équipe, à faire de la reconquête du paysage. C'est précieux.
il y a cette envie de faire ensemble, d'être à la hauteur du territoire qui nous fait vivre. L'idée, ça serait qu'il y ait une équipe de 5 qui commence à charger directement sur la scanne de gauche, là. Un chantier comme on a fait aujourd'hui, c'est dur physiquement, mais c'est un côté plaisance. Enfin, je dis je suis en vacances, je suis en vacances quand je suis sur le marais, quoi. Aller le matin, prendre les marais, tu vois, voir le lever de soleil, c'est un plaisir. Donc, quand tu es en vacances, tu es content, quoi. On peut pas, je veux pas en demander beaucoup plus, quoi. Bien, et le Roustaudet. Écoute, il y a du boulot. L'idée de Véro, c'était de me dire, en gros, on essaie de partir sur une saline la plus productive possible pour une première année. C'est une année de transition, donc... voilà. Bah moi, c'est ça un peu les objectifs, c'est quand même de monter en puissance tranquillement, enfin sereinement plus que tranquillement. Ici, auparavant, il y avait 18 marais, puis 16, puis 14 maintenant. Voilà. Mais il y a autant de sel avec 14 qu'il y en avait avec 16 auparavant. Ça, c'est un truc que j'ai réalisé entre la saison, que j'ai appris pas mal de trucs sur faire tourner cette saline, atteindre des objectifs techniques, sentir aussi les aspects un peu physiques. Quand même, c'était un... Et après, là, sur la fin de formation, ça m'a permis un peu aussi de remettre à plat plein de choses sur l'équilibre de famille, sur plein de choses en fait. Les mois d'hiver, avec des jours courts, donc on bosse au marais, mais on bosse quelques heures seulement au marais. Et ça permet d'être vachement plus dispo par rapport aux enfants et à la famille. En tout cas, moi j'ai vu ça comme ça. Quand tu bosses 5 heures au marais, ça va bien, si tu t'organises. Et quand il fait mauvais temps, tu bosses pas. Donc la disponibilité pour la famille, là, en général, elle est appréciée. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu, moi. Il y a 50 ans, 20 000 œillets étaient exploités. Aujourd'hui, 7 000 seulement. Il y a 50 ans, 450 paludiers travaillaient sur le marais. Aujourd'hui, 230 seulement. Le sel nourrit-il son âme? Les années 80, 81, 82, 83 ont été des années très déficitaires, voire nulles. Et donc ça a été économiquement, financièrement très difficile pour tous les gens qui avaient fait la formation et qui l'ont fait les 2 autres années suivantes. La plupart de ces gens qui rentraient à la formation étaient des gens qui avaient entre 20 et 30 ans, qui avaient en général une autre expérience auparavant dont ils avaient été déçus, et qui savaient très bien qu'en venant ici, ils n'allaient pas avoir un revenu extraordinaire. Ne cachaient pas que ça ne rapportait pas grand-chose, mais qui avaient l'espoir que ça s'améliore. On acceptait de bosser beaucoup pour un revenu assez minable, et même avec 90 marais, c'était le SMIC, mais pas plus. Pour boucler les budgets familiaux, on faisait des petits boulots en plus. Pendant 4 ans, j'ai fait DJ dans une boîte de nuit, j'ai ensuite acheté du poisson dans les criers pour un marailleur. Et là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On continue ou on continue pas? Même un problème moral, quoi. Est-ce qu'on continue à faire venir des jeunes en formation pour derrière les amener dans une situation qui va devenir intenable? Très vite, grâce au stage de formation, on était de plus en plus nombreux à se battre. Mais au début, fallait s'y coller, quoi. Il n'y avait pas le choix. Et c'était ensemble qu'on pouvait faire quelque chose. Individuellement, c'était foutu. Le collectif, il était déjà là quand on est arrivé, c'était le groupement des producteurs de sel, mais il manquait une fusée à l'état, un étage à la fusée, pardon. Il fallait qu'on puisse prendre en main l'économique, puisque c'était encore, on était sous le joug de la commercialisation des salins du Midi, qui faisait en sorte
laissé notre prix du sel assez bas. Et les jeunes ont réussi à convaincre les anciens de faire une étude de marché pour savoir où on en était le sel de Guérande, ça représentait quoi pour le consommateur français. Et le résultat de cette étude, il était optimiste. C'était en gros, oui, il y a un avenir pour votre produit, le sel, parce que c'était ça le vrai problème, à condition que, vous fassiez un produit de qualité, être capable de répondre à la totalité de la demande des consommateurs, c'est-à-dire pas se contenter de faire du gros sel, et puis d'avoir une vraie stratégie de communication pour expliquer que le sel de Guérande, c'est le sel qui permet de maintenir un patrimoine exceptionnel. On voulait continuer de travailler avec les négociants. Mais les négociants nous ont rayonnés quand ils ont vu l'étude. Vous êtes fait avoir, vous avez dépensé de l'argent pour rien, et c'est du flan. Un sel d'origine, un sel de... Jamais ça marchera, on mettra pas un sou là-dedans, démerdez-vous. Donc on se réunit au groupement de producteurs et on dit qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on dit on va faire ce que conseille l'étude, mais on va le faire tout seul. Ça va demander du temps, il va falloir qu'on investisse, mais on va le faire. Ça a été le début d'un conflit interne, faut le dire. Mais c'est vrai que les anciens, ils approchaient de la soixantaine. Ils se disaient on ne verra jamais le retour d'investissement, quoi. Et puis je pense que sincèrement, il y en a qui n'y croyaient pas du tout. Ça a été la prise de pouvoir économique par une assemblée générale qui a statué. Est-ce qu'on veut continuer à travailler avec le Saint-Midi? Est-ce qu'on veut prendre notre indépendance économique et créer une coopérative? Et on a eu une majorité pour la coopérative. Quand on transforme le groupement de producteurs de sel en coopérative de 88 à 97, toutes les améliorations qu'on réussissait à faire nous-mêmes pour mieux vendre le sel, les plus-values, c'était pas distribué aux producteurs. Tout passait dans de l'investissement, dans du matériel, dans des bâtiments, etc. Jusqu'à 97, ce travail a été mis en... Enfin, ce que conseillait l'étude, on l'a traduit en réalité. Moi, je suis issue d'une famille de paludiers. J'ai fait le seul métier que je me voyais faire, en fait. Je suis pas tombée amoureuse, entre guillemets, du milieu, peut-être parce que j'y ai toujours vécu. Mais en fait, je me voyais pas faire grand-chose d'autre. Pour moi, le marais sans la coopération, ça n'a pas de sens. Au-delà de l'aspect que si j'avais seulement songé à avoir une autre idée, je pense que je me serais fait déshériter. Mais en dehors de la blague, ça me serait jamais venu à l'esprit d'aller voir ailleurs. Non. Une coopérative, c'est des producteurs qui se regroupent, qui mettent ensemble leur production pour la vendre, pour être plus forts. Et les bénéfices reviennent aux coopérateurs. J'ai rien trouvé de plus équitable en fait. Quand un jeune se décide à devenir coopérateur, il a un maître de stage, il a une équipe. À la coopérative, nous on s'engage à le suivre. Et sauf à de très rares exceptions, tous les jeunes qui sont sortis de formation ont eu assez de marais pour s'installer. Après la création de la COP, ça fait partie de notre réflexion aussi de créer très rapidement un stock de sécurité, puisque les années peuvent être très variables. On peut produire 100 tonnes comme 10 000 tonnes. On a créé assez rapidement 3 ans de stock, ce qui nous a permis de mettre sur le marché toujours l'équivalent d'une production moyenne, quoi. Le prix du sel ces années-là n'a pas trop, c'est pas tellement amélioré. Donc ce qui était compliqué parce que nous on avait convaincu les assemblées générales qu'il fallait investir et tout ça, et le retour se faisait attendre. Et petit à petit ça allait un peu mieux, mais on était pieds et mains liés. Pendant 4 ans le prix du sel, pas moyen de le faire bouger, il fallait faire quelque chose. Je suis inquiet aussi pour l'avenir de notre coopération parce que, bon, moi qui vous parle, au bout de 17 ans, je suis prêt à rendre le tablier parce que les conditions sont trop dures. Il se trouve qu'en 86, 7700 œillets cultivés, en 92, 5200 œillets cultivés et l'hémorragie continue. On a un savoir-faire, ce savoir-faire il ne m'appartient pas, c'est 2000 ans d'histoire qui sont ici à Guérande et c'est cette technologie qu'il faut sauver. Et on ne sauvera ce marais que si on sauve les hommes. Certains anciens et les jeunes qui étaient là, qui disaient il faut aller plus loin, les négociants se foutent de nous, ils n'ont pas envie de vendre notre sel, sachant que notre plus gros acheteur était aussi producteur de sel en Méditerranée, donc on savait très bien que eux, tout ce qu'ils vendaient en sel de Guérande, c'était du sel de Loing, du sel du Midi qui était vendu, donc ils y mettaient vraiment de la mauvaise volonté. Et puis un jour, on a décidé de
de ne plus vendre de sel en vrac aux négociants, mais de leur vendre du sel conditionné. Donc on s'est équipé d'un outil de conditionnement. Le principal négociant, c'était les salins du Midi à l'époque, a refusé de nous acheter du sel emballé. On a donc vendu notre sel nous-mêmes. On savait qu'à un moment on lâchait la main des négociants et on n'avait pas encore rattrapé la rambarde de l'autre côté. Donc on était un an un peu dans le vide. Avec le recul, ils ont pris des risques mais totalement inconsidérés. Fallait y croire. Fallait soit y croire vraiment, soit avoir vraiment confiance dans les gens qui disaient qu'il fallait y croire, soit être fou ou n'avoir rien à perdre. Au choix. Ça n'a pas été facile parce qu'on avait vraiment des petites payes à ce moment-là. Il fallait un peu de cran pour franchir le Rubicon, prendre la commercialisation à notre compte. Et il y a une partie des adhérents qui ont quitté la coopérative, qui ont eu peur en fait que ça ne fonctionne pas et qui sont allés livrer leur sel directement aux négociants. Le prix du sel a augmenté de 40% en 2 ans, entre 97 et 99. Donc c'était le pari était réussi, quoi. Au niveau du prix du sel, le prix consommateur, le prix du sel n'a pas changé quand la coopérative s'est mise à vendre en direct. Simplement, c'est qu'on a supprimé un intermédiaire qui s'en foutait plein les poches. Et la marge, au lieu d'être aux vendeurs, elle est revenue aux producteurs. On est tombé dans une période aussi où le consommateur avait un attrait, enfin on commençait à avoir un intérêt et un attrait pour les produits plutôt naturels et propres et qui avait un sens aussi au niveau social, quoi, parce que acheter un paquet de sel industriel, c'est enrichir quelques actionnaires de grosses sociétés. Acheter un paquet de sel de Guérande, c'est faire vivre une région, un pays et des petits producteurs. C'est pas la même chose. L'éthique de l'achat n'est pas la même. La dimension physique du métier, c'était un vrai sujet, mais je peux pas dire que ça m'ait fait peur. C'est plus un point de vigilance, tu vois, c'est le genre de métier, tu t'y lances, tu sais que physiquement, ça va être un défi. Écouter son corps sans s'écouter trop pour avancer, je pense que c'est aussi des choses qui font que physiquement, on en arrive à développer des capacités, quoi. J'observe aussi la façon dont les gens font pour m'inspirer aussi. Il y a tout un art du jeté qui fatigue moins qu'un autre. Tu regardes par ici, c'est encore plus propre. Non mais c'est surtout que vous regardez par là, regarde ça, c'est plus sympa là. Ça a dû bien sécher là quand même. Quand tu regardes dans une équipe de chantier, il y a autant de raisons d'être au Marais qu'il y a de personnes. Et c'est peut-être ça la force de Marais, c'est que mine de rien, à travers ce métier-là, à travers ce territoire-là, tu as une capacité, c'est ça qui est intéressant, c'est d'agréger différents parcours, différents horizons, différentes motivations. Et la force de la COP, c'est d'être capable de les fédérer. Le 12 décembre 1999 à 5h54, l'Erika lance un message de détresse au Cross d'Etel. Vers 8h, le pétrolier se casse en deux au large de Pinmar et libère 12 000 tonnes de mazout. La dérive des nappes est observée heure par heure. Le suspense va durer une semaine. Et un des palmiers notamment qui a dit on va se prendre le pétrole, faut se préparer. Donc on a commencé par fermer tout le marais. Avant que la pollution n'arrive, les principales entrées d'eau ont été fermées. Ça n'a pas raté. Quelques jours après, la marée noire était rendue à nos portes. Moi, je me suis levé très tôt. À 6h, j'étais debout et j'ai fait le tour de la côte. Et c'était horrible, quoi. Il y avait des endroits, des petites criques sur bas où il y en avait 50 cm d'épaisseur. Une espèce de truc très épais. Plus avec la tempête, ça avait volé très haut sur les rochers. Il y en avait sur les plages. Et il y avait la moitié des gens qui étaient là pleuraient, quoi. C'était vraiment horrible. Ça a réveillé nos ressorts militants des années précédentes en disant bon sang, c'est vrai qu'il n'y a pas que le marais, il y a aussi maintenant, il va falloir gérer les problèmes de pollution.
Il y avait beaucoup d'inquiétudes parce que personne n'avait vraiment de réponse sur la durée de la pollution, son ampleur, sa gravité. Et clairement, le marais dans son ensemble était en vrai danger, quoi. On nous avait très vite dit que le pétrole dans un milieu fermé comme le marais, 10 ans après, il est toujours là, quoi. Là, il y a des sédiments qui se mettent dessus, mais il est caché, il est enfoui et on ne s'en débarrassera pas comme ça. On a passé beaucoup de temps à nettoyer aussi les plages, les bordures du marais. On s'est mis assez rapidement à réfléchir sur quand on allait faire rentrer l'eau, si on allait la faire rentrer, pour être certain de ne pas polluer le marais, quoi. Le discours officiel du représentant de l'État était de dire il n'y a plus de pollution, donc on peut rouvrir le marais. Sauf que tous les jours, nous, on voyait, il y avait des camions de sable pollué, de pétrole, qui étaient sortis tous les jours. Avec un petit groupe, on a décidé de détourner un camion de pétrole qui était nettoyé des plages. Un fax a été envoyé à la sous-préfecture pour expliquer que, comme il disait qu'il n'y avait pas de pollution, on allait prouver le contraire et que s'il ne comprenait pas, on allait l'amener à la sous-préfecture. On a gardé le camion une semaine. L'arrêté a été pris. Il fallait sauver notre outil de travail. On avait travaillé 20 ans pour le remonter, tout ça. Fallait pas mourir à ce moment-là, quoi. Ce genre d'action, c'était pas l'habitude des paludiers, mais je pense qu'on était prêt à faire beaucoup pour protéger notre outil, quoi. Quand l'irrémédiable va se produire, il y a toujours des gens plus déterminés qui font des actions un peu plus musclées qui permettent de se dire non, de freiner. Plus ça avançait, plus on s'est dit que c'était impossible de faire une récolte. Donc on a provoqué une assemblée générale de la coopérative où 80% des gens ont été d'accord pour ne pas produire de sel en 2000. Les conditions n'étaient pas réunies pour que nous soyons la génération qui avions pollué le marais pour peut-être des générations. Avec l'attente, la tension monte entre les indépendants et ceux de la coopérative prêts à ne pas récolter cet été. Il y a 3 jours, on en est même venu aux mains. La nuit, c'est une partie de cache-cache dans les marais entre ceux qui veulent ouvrir des vannes et ceux qui les protègent. On se lève la nuit parce que nous on vit que du sel. On est installé depuis pas mal d'années et on n'a pas envie de prendre le risque de polluer nos exploitations pour des années. Enfin, nous, notre stock nous permettait de tenir 1 an, de passer 1 an, 2 ans sans produire. Les paludiers qui ne sont pas à la COP n'ont pas le stock, mais ils ont normalement les finances, c'est-à-dire que le sel qu'on a mis en stock, eux, ils l'ont vendu. Donc en théorie, ils devaient aussi pouvoir attendre. La question, on ne s'est même pas posé de savoir si on avait du stock ou pas. De toute façon, même avec 0 stock, on l'aurait fait. Donc on n'a pas fait de sel et on a pu faire entrer de l'eau filtrée dans les marais juste pour les maintenir en eau. L'image a été préservée, voire renforcée par cette décision-là. Les problèmes internes humains des producteurs qui voulaient produire et qui n'ont pas produit, ça s'est assez dans le temps. Il n'y a pas de séquelles aujourd'hui. On n'a rien à regretter des choix qui ont été faits à l'époque. Toutes ces années pendant lesquelles on s'est retrouvés ensemble pour avoir une stratégie et que chacun respecte pour que ça marche, à partir du moment où ça marche, ça change un peu, quoi. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, les coopératives se créent quand ça va mal et coulent quand ça va bien. Parce qu'on s'endort. Ça reste un outil fragile, parce que comme n'importe quel collectif, c'est difficile à faire vivre et qu'il faut vraiment faire en sorte que les jeunes qui arrivent actuellement sur le marais soient en mesure de porter et de continuer, et qu'ils puissent continuer à maîtriser leur outil, quoi. Nous, ce qu'on fait, c'est faire perdurer ça. Essayer de faire perdurer ça. Moi, si je le faisais pas, franchement, juste être producteur, ramasser du sel et être passif dans son investissement, moi, ça me plairait pas. J'espère que s'il y a des coups durs qui arrivent, ils sauront se mobiliser et travailler ensemble.
toujours travailler ensemble. S'ils sont divisés, ils perdront. Il y a plein d'événements qui ont amené de la dissension dans le Marais. Enfin, c'est normal. On est 350 sur un tout petit territoire. On est des mini-exploitations agricoles les unes collées aux autres. Forcément que ça amène de la dissension. Malgré tout, je fais confiance aux jeunes qui sont là pour entretenir cette dynamique-là et puis innover, inventer. Les gens oublient ce que c'est avec le collectif et la force du collectif. Des fois, en jouant perso, la structure s'affaiblit et elle peut sombrer. Ça, c'est une des menaces qu'on a aujourd'hui. La deuxième, c'est l'élévation du niveau de la mer, qui est inexistante pour certains. Pour moi, elle est réelle. Si la mer monte de 30-40 cm, on est mort, quoi. Le Marais, il a 2000 ans, il s'est adapté. Alors j'ai encore bon espoir qu'on puisse s'adapter. Après, ça dépendra de quelle va être l'ampleur du changement climatique. Avec nos petits bras, avec nos petites machines, on vaudra plus très cher si effectivement ça se met sérieusement à se dérégler, quoi. Je la vis pas du tout comme une épée de Damoclès, mais je sais pas pourquoi, parce que c'est vrai que finalement, potentiellement, ça peut s'arrêter à moyen terme, quoi. Je ne vois pas pourquoi on reculerait devant cette échéance-là, alors qu'on n'a pas reculé devant une autre échéance il y a 50 ans, qui était aussi, qui paraissait inéluctable. Ah non, c'était pas inéluctable. C'est pas un truc qui me fait peur par rapport à cette reconversion, en me disant, ah bah mince, si tu prends le risque de t'engager dans un métier qui va s'arrêter dans 10 ans. Enfin, moi, je vois pas ça comme ça, en fait. On a souvent été qualifié il y a 50 ans d'utopiste. Voilà. Et il faut continuer à être utopiste et se dire, oui, on va trouver des solutions. On ne sait pas encore lesquelles, mais on va les trouver.